Eh bien, bonjour Laurent Balesta. Bonjour. Voilà, merci de nous retrouver dans le grenier des rendez-vous de l'aventure pour cette interview un peu particulière dans le cadre de la 6e édition de notre festival qui a lieu exclusivement en ligne, pour les raisons qu'on connaît. Vous êtes plongeur, naturaliste et photographe, l'un des spécialistes les plus reconnus aujourd'hui. Vous êtes un habitué des médias et des festivals d'exploration, d'aventure. On vous surnomme tantôt l'homme des profondeurs, tantôt le commandant Cousteau des temps modernes. Eh ben, dis donc. Donc pour entamer nos échanges, Laurent, j'aimerais que vous nous racontiez en quelques mots comment vous êtes devenu ce photographe et ce biologiste marin de renommée internationale et comment vous est venue la passion du vivant et en particulier la passion du vivant mais dans le monde marin. Ah, j'ai bien peur d'être beaucoup trop bavard pour dire ça en quelques mots, hein, parce que là, vous me demandez de résumer Allez-y, tout ce qui a fait ma vie. Non, mais je sais pas, je crois que c'est très basique, hein. Moi, je suis il n'y a pas de quoi se vanter, un enfant de la télé. J'ai grandi avec des parents qui me laissaient libre accès à la télévision. Ça aurait pu être pour le pire, mais j'ai eu de la chance. À mon époque, il y avait des bons programmes. Ça n'existe plus de nos jours, mais à l'époque, des fois, il y avait des programmes culturels, des programmes, comment on va dire, enrichissants, cultivants, voilà, voilà. Et donc, il y avait évidemment les aventures du commandant Cousteau, en particulier, et ça me fascinait. Ça me fascinait d'autant plus que Cousteau avait compris, ça a été le précurseur de ça, a compris que pour créer vraiment un enthousiasme chez les téléspectateurs, pour que ça marche, il ne fallait pas surtout qu'il se contente de montrer que la nature qu'il explorait, mais bien qu'il montre les explorateurs eux-mêmes, son équipe. Et forcément, du coup, on s'identifie. C'est quand même, quand on est jeune, voilà, tout à coup, on se dit, c'est ça, je veux être ça. Voilà. Et donc, moi, dès le plus jeune âge, ça me faisait rêver de voir ces hommes en noir et jaune, puis en argenté, parcourir le monde, explorer. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était impossible, que j'avais le droit d'en rêver parce que j'étais un gamin, mais que voilà, c'était pas possible. Et d'ailleurs, très vite, en grandissant, à 10, 12 ans, 13 ans, je commençais à me dire que ben, voilà, j'avais le droit d'en rêver, mais j'en parlais même pas. Quand on me disait est-ce que tu as une passion, je disais non, j'en ai pas. Je voyais autour de moi mes cousins qui montaient à cheval, qui étaient des passionnés, parce que moi je viens de Camargue. Je voyais autour de mon père a toujours été un passionné de football, il y a consacré toute sa vie, donc je voyais bien que j'avais pas non plus la passion comme lui du foot. Et donc j'avais l'impression que j'avais pas de passion. En fait, je l'avais, mais je ne savais pas la définir parce que ça me paraissait pas être possible. Ça me paraissait appartenir qu'au monde de la télé, presque comme si c'était de la science-fiction. Et j'avais beau passer mon temps dans l'eau l'été avec mon masque et mon tuba, je ne m'autorisais pas à aller au-delà du rêve. Et puis, j'ai eu heureusement la chance, heureusement que la plongée s'est un peu démocratisée, aujourd'hui encore plus, mais à mon époque, on pouvait commencer la plongée dans des clubs à 14 ans. Comme je faisais un peu des pieds et des mains pour ça, ma mère avait réussi à me faire rentrer dans un club de plongée à 13 ans, avec une dérogation. Et encore une fois, mes parents n'étaient pas du tout ni marins, ni rien du tout. Donc, je dois leur rendre grâce de m'avoir amené devant une école de plongée. Et là, ça a été une fois que j'ai vu que ça existait pour de vrai, en quelque sorte, qu'il y avait des gens normaux qui faisaient de la plongée. Enfin, pour moi, ce n'étaient pas des gens normaux, c'était tous des super-héros. Ils étaient tous en puissance, capables d'être chez Cousteau, quoi. Voilà. Et alors là, il y avait plus haut que, je pense que c'est sans doute le seul moment de toute ma vie où je n'ai pas eu de doute. Voilà, je savais exactement ce que serait ma vie, je serais plongeur. Alors après, au début, je voulais tout être, hein, archéologue, photographe, biologiste, recordman d'apnée, tout ce qui touchait au fait d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe, tout me passionnait. Et après, petit à petit, voilà, la photo est venue parce que je crois que j'avais quand même un peu une nature plus artistique, on va dire. Je ne sais pas, en tout cas, je passais beaucoup de temps à dessiner, à peindre, à faire des petites sculptures. Enfin, j'aimais bien m'exprimer comme ça. Et j'ai pourtant fait pas des études littéraires ni artistiques, j'ai fait des études scientifiques, même si ce n'était pas ma nature finalement profonde, à cause de Cousteau. Parce que dans les films de Cousteau,
celui qui avait le plus beau rôle, c'était le biologiste marin du bord qui expliquait tout, qui expliquait même au commandant Cousteau. Alors là, c'était le summum, quoi. Donc je m'étais dit, naturellement, c'est ça, c'est le Graal, c'est être biologiste marin. C'était François Sarano, d'ailleurs, hein, qui incarnait ça. Voilà. Et donc, j'ai fait des études scientifiques, mais je crois quand même avec une nature peut-être plus artistique, enfin voilà, c'est un mélange de genres, mais aujourd'hui je m'en plains pas, hein, parce que même si mes études ont peut-être été un peu laborieuses, je n'étais pas un étudiant brillant, en tout cas au début. Évidemment, sur les dernières années d'université, quand on se spécialise de plus en plus, là je sortais un petit peu mon épingle du jeu. Enfin, voilà, à partir du moment où j'ai pu commencer à plonger vraiment dans le cadre de mes études, alors oui, ça a bien marché. Voilà. Voilà. Ouais, merci pour cette réponse qui est, je trouve, développée et intéressante, complète. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le projet en Méditerranée. Une expédition pareille, comment ça prend vie? De quoi ça part? Est-ce que c'est l'envie d'une équipe? Et puis après aussi, bah, il faut combien d'années pour lever les freins financiers, techniques, humains, et puis aboutir à cette première mondiale avec une navette Bestial, cette navette complètement incroyable qui est déconnectée de la surface, non plus justement pour exploiter, mais pour explorer les fonds marins. Première mondiale, ça ne veut pas dire grand-chose parce que on joue toujours sur les mots, là. C'est les communicants qui disent ça. Ce qui était nouveau, c'est surtout ce qu'on en a fait de cette plongée à saturation. C'est-à-dire que la plongée à saturation, elle a toujours été utilisée pour aller exploiter la ressource, pour les plateformes pétrolières, pour aller faire des travaux sous-marins. Et nous, on a détourné cet outil pour en faire un outil d'exploration, de valorisation, de sensibilisation, une approche scientifique, écologique, quand jusque-là, tout ça était réservé à l'exploitation du pétrole. Voilà. Donc ça, je pense que la vraie nouveauté, elle est là. Après, techniquement, la nouveauté, elle est mineure. Enfin, elle est mineure. Elle est essentielle et mineure à la fois. C'est-à-dire que normalement, un plongeur à saturation, c'est un scaphandrier qui sort avec un ombilical qui est quand même attaché. C'est-à-dire qu'il a l'autonomie, mais il n'a pas vraiment la liberté. Moi, l'idée, c'est que je ne voulais pas sacrifier ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un plongeur autonome. Donc, je voulais que cet ombilical soit coupé et qu'on fasse le mariage des deux techniques. Cette technique de plongée, j'ai envie de dire empirique, qui date des années 60, la plongée à saturation, un système avec tout ce matériel très lourd, et la plongée très moderne, avec des scaphandres recycleurs électroniques très perfectionnés. Voilà. Et en mélangeant les deux, on avait la liberté, enfin l'autonomie du plongeur à saturation et la mobilité du plongeur recycleur. Tout ça, pourquoi? Pour une nouvelle liberté, quoi. La liberté d'évoluer à grande profondeur sans plus jamais regarder le temps qui passe et ne plus compter les minutes, parce qu'on sait que quelques minutes à ces profondeurs de là, normalement, engendrent des heures de décompression. Quelques minutes au fond de l'eau, justement, ou quelques heures, etc. Mais à un moment dans le film, je voulais revenir à ma question. Vous dites que c'est un projet qui a mis 18 ans à se concrétiser pour aboutir, etc. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots justement sur comment un tel projet prend forme, prend corps. Comment on fait pour réunir le capital humain, technique, le savoir-faire? Parce que évidemment, ça paraît évident quand on voit le film, on se dit ben, toutes les énergies étaient tendues vers ce résultat, mais comment est-ce qu'on se projette dans ce résultat avant de l'avoir atteint? Je crois que c'est un rêve, hein, évidemment, un rêve qu'on change en réalité, comme tout projet. Bon. Mais ce qui est enfin, peut-être qui est, je sais pas, singulier, c'est que tout ça naît d'une frustration. Et même d'une chose paradoxale, c'est-à-dire ça naît d'une sensation totalement paradoxale de privilège et de frustration. C'est-à-dire quand on a commencé à plonger profond avec nos recycleurs électroniques, moi, ma grande chance, en fait, c'est que j'ai commencé à plonger en recycleur électronique en 1999. Et je pense qu'à cette époque-là, en France, on était 2 ou 3. Et donc, on était là avec ces nouveaux scaphandres qui, tout à coup, nous permettaient d'aller très profond, nous offraient des grandes autonomies. En gros, on avait une… Mais
on était rattrapé par nos physiologies. C'est-à-dire qu'on avait sur le dos une machine qui, elle, nous disait « Ah, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu veux rester 3 heures à 100 mètres, je t'offre l'autonomie. » Par contre, ta physiologie, c'est que quand tu auras fait 10 minutes à 100 mètres, il te faudra quand même 3 heures pour remonter. Voilà. Alors, c'était très frustrant. On avait dans le dos ce qui nous permettait, c'était un privilège énorme, on pouvait accéder à ces profondeurs. On avait en théorie la possibilité d'y rester, mais en réalité, notre physiologie nous frustrait parce qu'on restait des hommes qui saturaient de gaz et qui, au bout de quelques minutes, devaient remonter pour des heures de remontée, pour des heures de décompression. Donc, c'était un privilège d'aller profond, mais une énorme frustration parce que dès qu'on arrivait dans ces univers qu'on avait l'impression d'explorer pour la première fois, il fallait les quitter au bout de 10 minutes. Imaginez un botaniste qui part de France, qui traverse l'océan Atlantique, qui arrive en Amazonie après un long voyage. Il est là devant à l'orée du bois, devant la forêt amazonienne, et on lui dit écoute, c'est super, mais tu vas y aller que 10 minutes par jour, et puis après tu retournes à l'hôtel. Hein. Voilà. Et donc, ça naît de tout ça, c'est-à-dire qu'on est là, et très vite, je me suis dit, ben, si le problème, c'est la remontée, la solution, c'est de ne plus remonter. Alors, le premier raisonnement, c'est la maison sous la mer. Avoir une maison sous la mer, c'est-à-dire que quand on a fini quand on est épuisé ou qu'on a trop froid, on rejoint une maison, on n'a pas à remonter, donc on n'a pas à décompresser. Mais je fais le voyage historique à l'envers, c'est-à-dire la même démarche que les pionniers des années 60 qui ont commencé par des maisons sous la mer, pour très vite s'apercevoir que de toute façon, la maison sous la mer, ça ne marche pas non plus. Parce qu'une maison, qui veut… Enfin, il y a quelque chose qui tient de l'hérésie. Est-ce qu'on offre une maison à un explorateur? Un explorateur, il ne rêve pas d'une maison. C'est le dernier truc dont il rêve dans sa vie. Moi, personnellement, j'ai jamais rêvé j'ai même toujours eu un peu de mépris pour les jeunes de mon âge quand j'avais 20 piges et qui rêvaient de s'acheter une maison. Je trouvais ça tellement ridicule. On est là pour voyager. J'avais des grandes idées mégalo comme ça. Ouais, bon. Une maison, c'est pas pour un explorateur. Et évidemment, quand on a une maison sous la mer, ah oui, on peut y rester. Et après, on fait quoi? On visite son jardin autour de la maison, on ne peut pas s'éloigner. Il fallait quelque chose de mobile. D'où l'intérêt d'aller dérober les moyens de la plongée industrielle, de l'industrie offshore, qui permet d'avoir la maison sous-marine en surface. C'est-à-dire qu'elle est en surface, elle est mobile, elle est sur un bateau ou sur une barge, elle peut se déplacer, mais elle est évidemment à la même pression qu'à grande profondeur, ce qui fait que nous, on est peut-être en surface entre deux plongées, mais le corps, lui, a l'impression que c'est une seule et même plongée de 28 jours, comme si on était resté au fond. Voilà. Alors ça, c'est la théorie, c'est le rêve. Voilà, il faudrait que, si on faisait, on dirait que, enfin voilà, comme les enfants quand ils jouent, on fantasme sur le truc. J'ai eu la chance de présenter cette idée-là à Henri Germain Deloze, le père fondateur de la COMEX, il y a 18, enfin aujourd'hui c'est il y a 20 ans, et qui m'avait dit, lui c'était un grand industriel, mais c'était aussi un aventurier né, un fou d'exploration et un grand businessman. Et quand j'y avais présenté ça, moi je sortais de mes études, c'est même incroyable que j'ai pu avoir ce rendez-vous, je ne comprends toujours pas. Et il m'avait dit, votre projet ne m'intéresse pas, mais il me plaît. Vous avez la COMEX à prix coûtant. Voilà ce qu'il m'avait dit il y a 20 ans. Mais même à prix coûtant, c'était totalement irréaliste pour moi à cette époque-là. Et ben voilà, mais heureusement qu'il m'a dit ça. 20 ans après, la notoriété aidant, etc. Oui, puis surtout, il aurait pu m'envoyer balader. S'il m'avait dit, non, mais tu délires, mon petit gars, bon, j'aurais dit, bon, mauvaise idée, voilà. Mais le fait qu'il m'ait dit, votre projet me plaît, le fait d'avoir senti, moi, je sortais de mes études, d'avoir captivé un gars pareil, un pionnier de l'exploration sous-marine, de l'aventure sous-marine. Enfin, je me suis dit, putain, j'ai réussi à enthousiasmer ce gars-là. Du coup, j'ai gardé dans un coin de ma tête cette idée en me disant, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mélanger la plongée moderne en recycleur et la saturation industrielle. Voilà, mais voilà, il aura fallu, après, il y a des gens qui sont plus rapides et d'autres qui sont plus lents. Moi, il m'aura fallu 18 ans pour ensuite l'aspect financier, évidemment, à trouver.
l'aspect juridique, trouver un cadre à tout ça pour qu'on plonge quand même dans une sécurité acceptable et qu'on me fasse confiance parce que c'est des grands projets. Pour que les sponsors me fassent confiance, il fallait sans doute tous les projets qui ont précédé, depuis le Sélacanthe aux plongées profondes en Antarctique ou aux plongées de 24 heures en Polynésie. Enfin, voilà, tous ces différents défis de plongée qu'il y a eu au cours de ces dernières années. Voilà, c'est peut-être le temps qu'il fallait après tout. Voilà. Et après, effectivement, une fois que ça a été plus clair, que j'ai senti une possibilité, il a fallu 2 ans à peu près pour qu'on se prépare en collaboration avec l'INPP, c'est-à-dire l'Institut national de la plongée professionnelle, qui nous a mis à disposition leur station de saturation. La Méditerranée, vous la connaissez depuis toujours, vous avez grandi avec du côté de Montpellier, c'est ça? Vous nous avez dit la Camargue, mais est-ce qu'on est dans la région? Ce projet, c'est donc un projet à côté de chez vous, dans votre jardin, j'ai envie de dire. Vous avez eu beaucoup de projets, vous venez de le dire, en Antarctique, en Polynésie, enfin bon, à l'autre bout du monde. Est-ce que vous aviez à cœur, dans votre carrière, de faire reconnaître la qualité justement de votre jardin d'enfance et puis justement de montrer que la Méditerranée est un hotspot de la biodiversité Bon, ce n'est pas qu'un projet d'enfant, ce n'est pas que mes plongées de l'enfance. Hein. En fait, j'ai toujours plongé en Méditerranée entre ces voyages lointains. Ce projet qui met en valeur la Méditerranée comme un espace unique sur le plan biologique, est-ce que c'était aussi quelque chose qui vous intéressait dans votre carrière, que vous aviez envie de faire? C'était ça surtout la question. Je ne dirais pas que c'est pour renvoyer l'ascenseur de tout le bonheur que j'ai pris et qu'il fallait qu'à mon tour, machin, ça serait un peu démago de dire ça, mais il y avait quand même plutôt une stratégie derrière. C'est-à-dire que moi, j'avais à cœur 2 choses. Un peu quand même redorer le blason de la Méditerranée, il y a un Méditerranée bashing quand même. Quand on regarde les médias, la Méditerranée, elle est pourrie, elle est morte, c'est une poubelle totale. Il y a rarement, rarement de nuances. Or, moi, en particulier avec ma société Andromède Océanologie, on étudie la Méditerranée tout au long de l'année depuis plus de 20 ans. C'est des missions qui ne sont pas forcément médiatiques, mais qui nous amènent à faire des centaines et des centaines de plongées chaque année. Donc on la suit et bien sûr qu'on y constate des choses très graves. Mais croyez-moi, si on fait ce métier-là, c'est parce que ça nous émerveille aussi à chaque fois. Donc j'avais envie de nuancer ce discours général qu'on a dans les médias qui dit que la Méditerranée est foutue. Donc ça, c'est la première motivation, redorer le blason de cette Méditerranée, montrer que la Méditerranée, oui, elle est blessée. Et évidemment, je ne suis pas en train de nier ça. Elle est sacrément blessée, polluée, abîmée, mais elle n'est pas morte. Voilà, elle n'est pas morte. Il y a encore plein de trucs. Voilà. Donc ça, c'était important pour moi d'expliquer ça, de le démontrer. Et puis, peut-être plus stratégique, plus machiavélique presque, c'est que j'avais à cœur aussi de faire la démonstration de mon outil de plongée, cette saturation avec les recycleurs et saturation mélangée. Si j'avais utilisé cette technique dans une région au bout du monde, au fin fond de la Papouasie ou en Polynésie, voilà, on aurait ramené évidemment des choses très très belles, c'est évident, mais qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Qu'est-ce que le public aurait retenu? Ben, que la Papouasie, c'est très beau. Évidemment que c'est très beau la Papouasie. A fortiori, à 100 mètres de profondeur, c'est inconnu. Et évidemment, c'est le bout du monde. Il me fallait le faire, la démonstration de cet outil, il fallait que je le fasse dans un endroit où il y avait un a priori négatif, où il y avait l'idée que, de toute façon, au mieux, on pense qu'on sait ce qu'il y a, au pire, on pense même que c'est une catastrophe qui n'a plus rien à voir. Donc, la Méditerranée française même, c'était parfait pour surprendre les gens et que du coup, en creux, il y ait 2 conséquences. La Méditerranée, c'est peut-être pas si nul, c'est peut-être pas mort définitivement. Et 2, disons, s'ils ont réussi à nous montrer tout ça en Méditerranée, c'est que la méthode marche bien. Et donc, je faisais, je pense, mieux la démonstration de cette façon de plonger en le faisant dans un endroit où l'on croit tout connaître que si j'étais parti me faire plaisir au bout du monde, quoi. Voilà ce qui m'a convaincu de le faire chez nous, en quelque sorte. Sur la Méditerranée, c'est vrai que c'est un sujet important dans le film. Il y a la pollution chimique, vous venez de le dire, hein, il y a les plastiques, le réchauffement, enfin toutes ces pressions exercées par l'homme sur les écosystèmes. Le film, justement, en étant magnifique, je pense que vous avez rempli votre objectif, c'est-à-dire de montrer que sous l'eau existe encore un monde merveilleux.
Je voulais vous demander si vous aviez encore, vous avez en partie répondu à la question, mais j'aimerais que vous alliez plus loin, encore la naïveté de croire, je vous cite, hein, que l'émerveillement peut justement provoquer le respect du monde marin. Et puis la question derrière tout ça, c'est finalement, est-ce que l'écologie, c'est encore, ou c'est une cause perdue? En vérité, je ne me pose pas la question. Et surtout, je ne crois pas qu'il faille se la poser de dire est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'émerveillement engendre le respect? En tout cas, l'émerveillement, il ne peut pas engendrer le contraire du respect. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est suffisant l'émerveillement? Parfois, j'en doute. Parfois, j'en doute. Et je ne suis pas le seul amoureux de nature et à faire des films ou à faire des photos qui en doutent aussi, que ce soit sur Terre ou sous l'eau. Hein. Donc, on ne peut pas trop se cacher derrière ça. En plus, je sais très bien que mon premier moteur, là aussi, ce serait complètement démago de dire que je fais tout ça par je ne sais pas moi, quelle notion d'un devoir de témoigner. Ça, non, ce n'est pas mon moteur. Le matin, quand je me lève, je ne me dis pas je dois témoigner de l'état du monde ou de l'état de la Méditerranée, à minima. Non, mon moteur, c'est l'envie de m'y croire, l'envie d'aller voir des morceaux de nature que j'ai l'impression naïvement qu'ils sont vierges, d'aller au-devant de créatures qui n'ont jamais été photographiées, même quand elles sont au large de Nice. C'est ça mon moteur, c'est ça voilà ce qui m'excite, qui me passionne, qui m'émeut. C'est cette nature sauvage, inaccessible, belle, et qui en même temps est là, tout près, et qu'on n'a pas la chance de voir facilement, comme si c'était un monde parallèle, en fait, parce que c'est tout près et en même temps inaccessible. Ça, c'est ma vraie motivation. Après, que l'écologie soit une cause perdue, et alors, est-ce que ça ne ferait pas de ça un combat encore plus noble? Est-ce que ce n'est pas les combats que l'on croit perdus d'avance qui sont les plus beaux? C'est facile de monter sur un ring quand l'adversaire il est tout petit et tout maigre. Quand tu t'attaques à quelque chose de plus fort que toi, qui paraît perdu d'avance, eh ben, sans être cynique, au moins c'est digne, quoi. C'est noble de s'affronter à ça. Voilà. Et peut-être que c'est parce que c'est perdu d'avance que les politiques les plus cyniques ne s'y intéressent pas, parce qu'ils voient bien que le temps d'un mandat, on n'arrive pas à des résultats probants. Mais peut-être qu'un de ces cas, tu auras une génération d'hommes politiques qui verront plus loin que leur mandat. C'est vrai, et en même temps, quand on voit qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'exploration spatiale et on parle d'un voyage sur Mars, Persévérance, etc., on est vraiment dans le sujet. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Alors justement, c'est des projets qui se déroulent dans la durée, parfois qui dépassent le seul mandat d'un élu, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait si peu d'intérêt, au niveau mondial même, j'ai envie de dire, sur l'exploration des fonds marins, alors qu'on va à des années de distance dans l'espace? Comment vous l'expliquez ça? Bon, moi, si je pouvais être Thomas Pesquet, je signe tout de suite. Hein, parce que voilà, l'exploration ultime, c'est celle qui nous fait partir de notre propre planète, de l'espace où on est capable de vivre. Après, dans le monde sous-marin, j'y ai trouvé un monde extraterrestre aussi. On n'est pas fait pour vivre sous la mer, a fortiori à grande profondeur. Et en plus, contrairement à Thomas Pesquet, dont je suis jaloux, moi, je vois des extraterrestres tous les jours. Voilà. Voilà. Mais donc ça, pour la petite parenthèse, c'est pas parce qu'on néglige le monde sous-marin que je vais critiquer l'exploration spatiale. Elle est magnifique, cette exploration spatiale, tant mieux qu'elle existe, tout ça. Mais c'est vrai pourquoi on ne s'intéresse pas assez à l'exploration sous-marine? Je sais pas, parce qu'il est plus difficile de s'en rendre compte, parce que c'est un univers un peu opaque. C'est l'eau de l'océan, l'eau de mer, même la plus transparente du monde, elle filtre cette lumière, et on ne verra jamais des montagnes grandes comme l'Everest sous l'eau, alors qu'il y en a des bien plus grandes encore, qu'il y a des espaces gigantesques qui doivent être… Alors qu'on peut faire une photo de la planète Jupiter en entier. Voilà. Peut-être qu'il y a ce manque, ce problème que le monde sous-marin
demande plus d'imagination. Enfin, je pense que si je disais ça à un astrophysicien, il me dirait que ça demande aussi beaucoup d'imagination, sans doute. Mais j'ai l'impression que visuellement, l'espace offre, offre, un, offre un espace plus grand à voir de ses yeux que ce monde sous-marin qui est fermé et qui demande peut-être beaucoup d'imagination. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on… Ça va dans le sens de ce que j'ai entendu ce matin, l'interview de Thomas Pesquet justement sur les ondes, qui disait que, voilà, c'était intéressant. Il disait que effectivement, quand on embrasse la Terre d'un regard depuis une navette, on prend conscience qu'elle devient accessible au sens si on prend conscience de sa fragilité, que c'est comme un vaisseau un peu à la dérive dans l'océan sidéral. Alors que le monde marin est peut-être moins accessible au sens. Effectivement, ça doit être une piste intéressante. Pendant longtemps, on y a vu là une poubelle sans fond où on pouvait tout jeter, on voyait rien. Justement, vous parliez, j'ai encore quelques questions, j'en avais prévu un peu trop parce que je ne sais jamais tellement à qui J'ai à faire et comment ça… L'idée de l'entretien, c'est d'avoir une vingtaine de minutes. C'est pour ça, bon, je pense qu'on va largement les dépasser. Mais donc 28 jours sous l'eau, Laurent Balesta, justement, à plusieurs dans une toute petite capsule. Racontez-nous un peu la vie en communauté à cette profondeur. On sait que vous remontez parfois, mais que vous restez dans cette capsule pendant 28 jours. Est-ce qu'il y a de nouvelles façons de collaborer, des moments où on se sent mal, et puis peut-être de nouvelles émotions, des tensions? Est-ce que vous pouvez, voilà, en quelques mots, nous dire un peu cette expérience? C'était un éventail de sensations assez large finalement. Pour autant qu'on vivait dans un tout petit espace avec finalement une forme de routine qui s'installe, une terrible routine. Ceci dit, moi j'ai quand même une vision de l'aventure et de la routine. Pour moi, une aventure fructueuse. Une aventure fructueuse, par définition, c'est quelque chose qui se transforme en routine. Voilà. Et que peut-être l'aventure qui marche, c'est simplement d'aller recréer des routines ailleurs. Voilà. Et là, on peut dire que la routine, elle a été bien en place. Hein. Là, voilà. C'était pas toujours facile. Et pour autant, de cette monotonie, les sentiments étaient très variés. Surtout, ils étaient très paradoxaux entre le dedans et le dehors. Dedans, on était quasiment claustrophobe. Enfin, on aurait pu le devenir. Dehors, on avait parfois le vertige, tellement c'était vaste, les espaces et les profondeurs qu'il y avait sous notre tourelle. Vous parlez d'un traumatisme justement quand vous quittez cette espèce de monde clos, quand vous sortez. Violent. Voilà. C'est un peu violent. On est dans une atmosphère où il fait très chaud, où on est… Quelle température? On ne se rend pas compte. Alors, le problème, c'est que le chiffre de la température n'est pas vraiment significatif. Il faisait parfois 29 degrés dans la station. 29 degrés, a priori, pour un Méditerranéen, ça va, il est capable de supporter. Il fait 40 degrés parfois l'été chez nous. Bon. Mais il faut bien comprendre qu'on vit dans une atmosphère d'hélium et d'hélium sous haute pression. Et du coup, la température n'est qu'un des facteurs de l'équation thermodynamique. Et ce qui va faire la perte calorique ou le gain calorique, enfin les échanges de chaleur, ce n'est pas que la température, c'est aussi la pression qui vous entoure et la nature du gaz qui vous entoure. Et quand on est à 29 degrés, mais à 13 bars de pression et avec 97% d'hélium, c'est comme si on était à 50 degrés dans le désert. C'est horrible comme on a chaud parfois. Et inversement, l'eau de mer était à 14 degrés, ce qui qui est un peu frais, mais c'est pas. Avec mes camarades, on est allé en Antarctique, l'eau est à moins 1,8, c'est autrement plus froid. Mais 14 degrés, pareil, avec 13 bars de pression et un gaz à 97% qui vient dans vos poumons, eh ben, on se refroidissait plus vite qu'en Antarctique. Alors voilà, et donc on passait de ces deux extrêmes-là, dans une atmosphère où on avait trop chaud à une eau où on avait trop froid, où on était dans une atmosphère totalement contrôlée de la surface, on était comme des fœtus presque, on nous nourrissait, on nous demandait quoi? On nous demandait de nous nourrir et de nous reposer, point. Et puis tout à coup on sort et on est maître de notre destin dans un univers qui est quand même un peu hostile, en tout cas qui n'est pas le nôtre. Alors, c'est plutôt ces changements d'état d'une extrême oisiveté à une hyperactivité.
d'un moment où on est sous contrôle absolu et d'un moment où on est les seuls responsables de notre survie. Alors, ces changements d'état-là, c'était psychologiquement peut-être un peu éprouvant. On dit que les astronautes prennent des années en quelques mois dans l'espace. Est-ce que quand on ressort de cette capsule après 28 jours, de cette navette, quand on sort de cette navette spatiale, est-ce qu'on a pris aussi quelques rides et quelques années ou quelques mois au compteur? Est-ce qu'on se sent vieilli? Alors, on a respiré des pressions partielles d'oxygène plus élevées que si on était sur Terre. Or, on sait très bien que c'est l'oxydation qui fait le vieillissement. Donc, on peut penser effectivement qu'on vieillit un petit peu plus vite quand on est à saturation. Mais on peut pas vivre sans vieillir. Hein, et ce qui compte, c'est vivre. Voilà, donc pour vivre, il faut vieillir. Voilà, et alors, on a bien vécu parce qu'on a vieilli plus vite que la normale, ce qui sous-entendrait qu'on a beaucoup vécu. Une dernière question, et puis j'avais une super question, mais c'est vrai qu'on en discutera après. Oui, peut-être, Laurent, est-ce qu'on peut parler un peu des gros projets, enfin, très rapidement, des gros projets qui vous occupent aujourd'hui et qu'on va pouvoir découvrir prochainement dans les médias? Bon, j'ai toujours un peu de mal à parler des choses à venir, mais là, je pars dans 2 ou 3 semaines. Le 1er avril, je pars en Sicile et surtout dans les îles éoliennes pour un beau projet avec des volcanologues qui ont découvert de l'activité volcanique sous-marine à des profondeurs assez conséquentes et donc qui ont besoin de plongeurs profonds pour aller instrumenter. Il y a un endroit, je m'arrêterai là, ils appellent ça la vallée des 200 volcans, Magnifique. à 80 mètres de profondeur. Ça met l'eau à la bouche. En tout cas, pour un plongeur, je pense que c'est normal. Et puis, surtout cet été, on va retourner dans la station spatiale, refaire un séjour à saturation. Cette fois-ci, on ne sera pas entre Marseille et Monaco, on sera autour du Cap Corse. Encore un beau programme. Merci infiniment Laurent Balesta d'avoir répondu à mes questions dans le cadre de cette 6e édition des Rendez-vous de l'Aventure. Et j'espère qu'on vous retrouvera prochainement en chair et en os dans le Jura pour évoquer ces nouvelles aventures qui vous attendent dans les mois à venir. Et puis voilà, un grand coup de chapeau pour ces projets qui mettent parfois du temps, 18 ans pour Planète Méditerranée, mais qui aboutissent et qui ont le mérite de nous faire rêver, de nous transporter. En cette période, ça a d'autant plus de valeur. Encore un très grand merci. Merci à vous. Au revoir. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.